Tommy Jones, 7 ans, s'est interposé entre les brutes et une fille qu'il connaissait à peine. 3 contre 1. Les coups ont fusé, le sang a coulé. Il a encaissé tous les coups sans crier. Ce que Tommy ignorait, c'est que le père de cette petite fille portait un insigne que la plupart des gens redoutaient. Et lorsque Parker Mendes a reçu l'appel lui annonçant que quelqu'un avait protégé sa fille, Rita, il a passé un seul coup de fil. À l'aube, 670 motos ont envahi cette petite ville. Les mains du directeur de l'école tremblaient lorsqu'il a vu ce qui arrivait dans Main Street. Avant de nous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien est très important et nous aide à continuer à vous proposer d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Tommy Jones n'était pas le genre d'enfant à attirer l'attention. À 7 ans, il était petit pour son âge, le genre de garçon qui préférait dessiner dans son cahier pendant la récréation plutôt que de se joindre au chaos de la cour de récréation. Sa classe de CE2 était son sanctuaire, un endroit où le fait d'être calme n'était pas une faiblesse, mais simplement sa personnalité. Il avait le don de remarquer des choses que les autres ne voyaient pas. La façon dont la lumière se reflétait sur le bord d'un bureau, le motif des fissures dans les dalles du plafond, la solitude dans les yeux de quelqu'un. C'est ainsi qu'il remarqua Rita Mendes pour la première fois. C'était un jeudi après-midi. Il la vit assise seule au bout de la table de la cafétéria, son déjeuner intact, le regard perdu dans le vide. Le lendemain, même chose. Et le jour d'après, 3 jours d'isolement que la plupart des enfants n'auraient pas remarqué. Mais Tommy les remarqua. Il reconnut dans sa solitude quelque chose qui reflétait la sienne. Pas le genre de solitude confortable, mais le genre pesant qui appuyait sur ses petites épaules. Rita était différente des autres enfants, et la différence à l'école primaire, c'était comme avoir une cible peinte dans le dos. Sa veste était en cuir usé, avec des pièces cousues à la main. Sa boîte à lunch était décorée d'autocollants de moto. Elle ne parlait pas beaucoup, et quand elle le faisait, il y avait une prudence dans sa voix qui suggérait qu'elle avait appris très tôt que les mots pouvaient être utilisés contre elle. Tommy n'avait aucune idée que ce dans quoi il s'apprêtait à se lancer allait tout changer. La cloche de l'après-midi sonna, libérant une foule d'enfants dans la cour de récréation. Tommy rassembla lentement ses affaires, regardant par la fenêtre de la classe Rita se diriger vers les balançoires au fond de la cour. Elle marchait la tête baissée, les mains enfoncées dans ses poches, essayant de se rendre invisible, mais 3 élèves de 4e l'avaient déjà repérée. Dylan Marsh était le genre de tyran qui avait appris la cruauté en observant les adultes de son entourage exercer leur pouvoir sans conséquence. Il avait 13 ans, était plus grand que la plupart des enfants de son âge et s'était entouré de 2 acolytes qui riaient à ses blagues et validaient ses pires instincts. Ils s'approchèrent de Rita comme des prédateurs qui avaient repéré le membre le plus faible du troupeau. Tommy observa à une dizaine de mètres de distance Dylan attraper la manche de la veste de Rita et la tirer en arrière. Jolie veste, monstre. C'est ton père motard bizarre qui te l'a donné? Les mots portaient à travers la cour de récréation, tranchants et destinés à blesser. Rita essaya de se dégager, mais Dylan resserra son étreinte. Ses amis se rapprochèrent, lui bloquant toute issue. Leur rire était dur et méchant. Je parie qu'il fait partie d'un gang. L'un d'eux ricana en poussant Rita par l'épaule. Elle trébucha et se rattrapa au poteau de la balançoire. Il tabasse les gens. C'est ça, les moteurs. Une autre poussée, plus forte cette fois. Rita avait les yeux écarquillés, cherchant un professeur, de l'aide, n'importe qui. Mais les surveillants de la cour de récréation étaient de l'autre côté, en train de régler un autre conflit, inconscients de ce qui se passait dans l'ombre des balançoires. Les mains de Tommy tremblaient. Son instinct lui disait de détourner le regard, de rester en sécurité, d'être invisible comme il l'avait toujours été. Mais quelque chose de plus fort monta en lui. La conviction que regarder le mal se produire sans rien faire revenait à un être complice. Ses pieds se mirent en mouvement avant même que son esprit n'ait pris sa décision, le portant à travers les 10 mètres de béton de la cour de récréation vers 3 garçons qui pesaient chacun 20 kilos de plus que lui. Laissez-la tranquille. Sa voix fut plus faible qu'il ne l'aurait souhaité, mais elle sortit. C'était déjà ça. Dylan se retourna, la surprise se lisant sur son visage avant de se transformer en quelque chose de plus sombre. Une nouvelle cible venait de se présenter et les brutes ne laissaient jamais passer une occasion comme celle-là. Si vous avez déjà pris la défense d'une personne plus faible,
Vous comprenez ce qu'a fait Tommy. Commentez, respectez, si vous croyez en la protection des autres. Ce que Tommy ignorait, c'est que le père de Rita était déjà en route pour l'école. L'infirmerie de l'école sentait l'antiseptique et l'inquiétude institutionnelle. Tommy était assis sur la table d'examen, sa chemise tachée du sang qui avait coulé de son nez cassé. L'infirmière travaillait silencieusement, ses mains étaient douces, mais son visage était crispé de colère face à ce qui avait été permis de se produire dans l'enceinte de l'école. Nez cassé, côte fêlée et échymose qui allait en transformer son petit torse en une toile violette et jaune pendant des semaines. Chaque blessure était répertoriée, documentée, preuve d'une violence qui n'aurait jamais dû toucher le corps d'un enfant de 7 ans. Linda Jones est arrivée 23 minutes après l'appel, son tablier de travail encore noué autour de la taille, les avant-bras couverts de farine provenant de la boulangerie où elle était en plein service. Elle était une mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour garder leur petit appartement et nourrir sa famille, et la vue du visage meurtri de son fils a brisé quelque chose de fondamental en elle. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'est approchée de lui, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle constatait sa lèvre fendue, son œil gonflé, la façon dont il grimaçait lorsqu'elle touchait son flanc. « Mon bébé, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? » Sa voix s'est brisée sur ces mots, l'angoisse maternelle inondant chaque syllabe. Mais Tommy, malgré sa douleur, malgré son corps qui criait à cause de ce qu'il avait enduré, leva les yeux vers sa mère avec un regard plein d'inquiétude qui ne concernait pas lui-même. « Rita va bien, maman? Ils lui ont fait mal. J'ai essayé de m'assurer qu'elle puisse s'enfuir. Elle est en sécurité? » L'infirmière dut détourner le regard, bouleversée par l'altruisme d'un enfant qui avait pris des coups pour protéger quelqu'un d'autre et qui ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait réussi. Linda serra son fils contre elle aussi délicatement que ses blessures le lui permettaient et pleura dans ses cheveux. Ce garçon, son beau et gentil garçon qui dessinait, lisait des livres et ne haussait jamais le ton, s'était interposé entre la violence et un autre enfant. La fierté et le chagrin se disputaient dans sa poitrine. 2 émotions si étroitement liées qu'elle ne pouvait les séparer. Pendant que Linda serrait son fils dans ses bras, une scène très différente se déroulait dans le bureau du directeur Hay, au bout du couloir. Les 3 tyrans étaient assis sur des chaises alignées contre le mur, Dylan Marsh au centre, le visage soigneusement masqué par l'indifférence adolescente. Leurs parents avaient été appelés et étaient arrivés avec la rapidité que leur procuraient leur argent et leur influence. Les Marsh entrèrent les premiers. Monsieur Marsh, dans son costume sur mesure, encore en service pour son cabinet d'avocats du centre-ville, Madame Marsh et Tennis White, contrariés par l'interruption de son après-midi. Les autres parents suivirent, tout aussi élégants, tout aussi prêts à protéger leurs enfants des conséquences. Le directeur Hayes, un homme qui avait passé 23 ans dans l'enseignement et qui avait appris quand il fallait se battre et quand il fallait céder, commença à expliquer la situation. 3 élèves de 4e avaient agressé un élève de CE2. Les blessures étaient graves. Il fallait qu'il y ait des conséquences. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, M. Marsh se pencha en avant, sa voix empreinte de l'autorité acquise par quelqu'un qui avait passé sa carrière à plier les systèmes à sa volonté. Directeur Hayes, soyons très clairs, les garçons seront toujours des garçons. Les bagarres dans la cour de récréation, ça arrive. Si vous suggérez que mon fils devrait être suspendu ou voir son dossier scolaire entaché de manière permanente à cause d'un désaccord dans la cour de récréation, je dois vous informer que mon cabinet a traité plusieurs affaires contre ce district scolaire. Nous ne voudrions pas en ajouter un autre. La menace flottait dans l'air, subtile et efficace. Les autres parents acquiescèrent, un front uni de richesse et de relations, et la conviction inébranlable que l'avenir de leurs enfants importait plus que la justice. Le directeur Hayes sentit sa détermination s'effriter. Le conseil d'administration de l'école ne le soutiendrait pas. Pas contre des familles comme celle-ci. Il avait déjà vu cela se produire, vu les conséquences s'évaporer lorsque les bons noms de famille étaient en jeu. Il commença à négocier pour réduire la suspension à une retenue, les mentions au dossier scolaire à des avertissements sévères, la responsabilité à rien d'important. Le système échouait en temps réel, lâche et prévisible. Mais il y avait un parent qu'ils n'avaient pas encore appelé. Un père qui n'avait pas été informé que sa fille avait été acculée, terrorisée et sauvée par un garçon de 7 ans qui avait payé de son sang pour son courage.
Le téléphone de Parker Mendes sonna à 15h47. Il était dans son garage, les mains plongées dans le moteur d'une Harley de 1972, lorsqu'il entendit la voix de sa fille sortir du haut-parleur. Rita pleurait, le genre de sanglots qui viennent de la peur enfin libérée d'un barrage d'émotions qui se brise d'un seul coup. Papa, un garçon a été gravement blessé à cause de moi. Les mains de Parker s'immobilisèrent sur le moteur. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme, comme le sont les hommes dangereux lorsqu'ils calculent leur prochain coup. Raconte-moi tout, princesse. Calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Et Rita le fit. Elle lui parla des brutes, du fait qu'elle avait été acculée, de Tommy Jones qui s'était interposé entre elle et de la violence, de sa petite taille, de son courage, de la façon dont il lui avait dit de courir pendant qu'il encaissait coup après coup. Elle lui raconta comment l'infirmière de l'école avait appelé une ambulance, comment Tommy avait eu le nez cassé, comment il l'avait protégé de son propre corps, et comment l'école ne faisait rien, comment les parents des brutes étaient en ce moment même dans le bureau du directeur pour faire disparaître toute l'affaire. Parker écouta chaque mot. Il ne l'interrompit pas, ne la pressa pas, la laissa simplement lui raconter l'injustice dont elle avait été témoin et le courage qui l'avait sauvée. Quand elle eut fini, quand sa voix fut devenue rauque à force de pleurer, Parker répondit calmement et posément. « Je m'en occupe, princesse. Tu as bien fait de me le dire, tout va bien se passer. » Il raccrocha et resta debout dans son garage pendant un long moment, la mâchoire serrée, l'esprit déjà tourné vers la suite des événements. Cet appel téléphonique allait déclencher quelque chose que cette ville n'avait jamais connu. Parker Mendes retourna dans son garage et sortit son téléphone. La liste de contacts ressemblait à une carte de la côte Est. Les noms et les numéros d'hommes qui avaient roulé ensemble, saigné ensemble, étaient frères pendant des décennies. Il commença par le vice-président de sa propre section, puis continua comme des ondulations dans l'eau. Philadelphie d'abord. Un gamin a protégé ma fille et en a payé le prix. L'école ne fera pas ce qu'il faut, nous le ferons. La réponse fut immédiate. Combien en faut-il? Tous, Parker a répondu. Tous les frères qui peuvent être roulés. Pittsburgh était le suivant. Puis Cleveland, Baltimore, New York. Chaque appel véhiculait le même message, la même fureur silencieuse, la même demande. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de montrer à une petite ville que lorsque les systèmes échouent, lorsque les adultes choisissent le confort plutôt que le courage, lorsque l'argent fait taire la justice, il y a encore des gens qui se souviennent de ce que signifie défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. La nouvelle s'est répandue dans la confrérie comme un feu de paille. Les sections ont appelé les frères des autres sections, qui ont à leur tour appelé leurs frères. Le réseau s'est activé avec une rapidité née d'années de loyauté et d'objectifs communs. À minuit, 670 frères avaient confirmé qu'ils rouleraient à l'aube. Venant de 5 États, ils allaient converger vers une petite ville de Pennsylvanie qui n'avait aucune idée de ce qui allait déferler sur sa rue principale. Les motos étaient ravitaillées en carburant, les combinaisons en cuir étaient sorties des placards, et des hommes qui travaillaient dans le bâtiment, conduisaient des camions, possédaient des entreprises ou étaient des vétérans, se préparaient à faire une déclaration qui ne pourrait être ignorée. Mais avant l'aube, avant le rugissement des 666 moteurs, Parker avait quelqu'un à rencontrer. Il arriva à l'appartement des Jones ce soir-là, juste au moment où le soleil se couchait, sa moto vrombissant devant leur immeuble. Linda Jones ouvrit la porte, Tommy derrière elle. Le visage du garçon était couvert de bleu et de bandages. Linda avait l'air méfiant, sur ses gardes. Elle avait vu les informations, entendu les histoires, elle connaissait la réputation qui accompagnait les écussons que Parker arborait. Son instinct était de protéger son fils, et cet homme représentait un monde qu'on lui avait appris à craindre. Parker vit son hésitation et la comprit. Il retira ses lunettes de soleil, la regarda avec respect et parla doucement. « Madame Jones, je m'appelle Parker Mendes. C'est ma fille, Rita, que votre fils a protégée aujourd'hui. Je suis venu vous remercier et rencontrer l'enfant le plus courageux dont j'ai jamais entendu parler. » Les épaules de Linda se détendirent légèrement, suffisamment pour qu'elle s'écarte et le laisse entrer. Parker s'avança dans leur petit salon avec une douceur qui contredisait tous les stéréotypes, s'agenouillant sur un genou afin de pouvoir regarder Tommy dans les yeux, à sa hauteur. « Vous avez protégé ma petite fille, » dit Parker d'une voix douce mais ferme. « Vous ne la connaissiez pas. Tu ne me connaissais pas.
Tu as simplement vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu es intervenu. Cela fait de toi un membre de la famille. Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit une pièce usée par des années de port. L'emblème du chapitre était gravé dans le métal. C'était sa pièce personnelle, celle qui lui avait été donnée lorsqu'il avait gagné son insigne, celle qu'il portait pour lui porter chance et en souvenir. Il la glissa dans la petite paume de Tommy et referma les doigts du garçon autour. Le vrai courage, ce n'est pas d'être grand ou fort, c'est de faire ce qui est juste quand tout vous pousse à fuir. Tu as plus de courage dans ton petit corps que la plupart des hommes adultes que je connais. Tommy baissa les yeux vers la pièce, puis leva les yeux vers Parker, et quelque chose passa entre eux qui transcendait les mots. La reconnaissance, le respect, la compréhension que le caractère ne se mesure pas à la taille ou à l'âge, mais au choix que nous faisons quand cela nous coûte quelque chose. Parker se leva et se tourna vers Linda. Demain matin, nous irons à l'école, non pas pour la violence, mais pour la justice. Il y a des choses qui doivent être dites. Certaines personnes doivent comprendre qu'il n'est pas acceptable de protéger les brutes parce que leurs parents ont de l'argent. Me ferez-vous confiance? Linda regarda son fils, le visage meurtri pour avoir fait ce qui était juste. Puis elle regarda cet inconnu vêtu de cuir qui avait montré plus de respect à Tommy en 5 minutes que le conseil scolaire ne lui en avait montré de toute la journée. Elle repensa aux excuses peu convaincantes du directeur Hay concernant les menaces de Marsh et à un système qui avait complètement laissé tomber son fils. Elle regarda Parker et acquiesça. Si vous pensez que l'école a laissé tomber Tommy, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Les lâches ne devraient pas s'en tirer comme ça. Aucun d'eux ne pouvait imaginer ce que le lendemain matin leur réservait. Le grondement commença à 5h47 du matin. Depuis Philadelphie, une colonne de 83 motos roula sur l'autoroute 76, leurs phares traversant l'obscurité avant l'aube comme une rivière de lumière. Depuis Pittsburgh, 97 frères se dirigèrent vers l'est sur la route 22, leur moteur créant une symphonie de puissance brute qui résonnait dans les collines environnantes. Cleveland en a envoyé 112, Baltimore en a fourni 68, et depuis New York, 200 moteurs ont pris la direction du sud à travers la brume matinale. Ils ont convergé vers une petite ville de Pennsylvanie depuis 5 directions différentes. Un mouvement coordonné de 670 motos qui a transformé des autoroutes tranquilles en artères animées. Les pompistes, le long des routes, ont interrompu leurs transactions pour regarder défiler les vagues successives des Hells Angels. Dans une aire de repos pour camions à la sortie de Harrisburg, une jeune employée a compté 19 groupes de motos avant de perdre le compte. Chaque groupe maintenait une formation soignée, chaque moteur était concentré et déterminé. La police d'État surveillait les mouvements par radio, suivant la convergence. Mais aucune loi n'était enfreinte, aucun excès de vitesse, aucune conduite imprudente, juste une force écrasante se déplaçant avec une précision militaire vers une seule destination. La plupart des gens pensaient que 670 moteurs étaient un synonyme de violence. Ils allaient découvrir qu'il n'en était rien. Le directeur Hayes est arrivé à l'école à 7h15 pour ce qu'il pensait être un mardi normal. Il s'est garé à sa place réservée, une tasse de café à la main, déjà mentalement préparé pour les réunions parents-professeurs prévues plus tard dans la semaine. Il était à mi-chemin de l'entrée lorsqu'il l'a entendu, le grondement lointain d'un moteur de moto, puis d'un autre, puis de 10 autres. Il se tourna vers le bruit, sa tasse de café figée à mi-chemin de ses lèvres, et regarda les premières motos apparaître au bout de la rue. Puis 50 autres se matérialisèrent derrière elle. Puis une centaine. Puis toute la rue se remplit de motos. Une mer de chrome et de cuir s'étendant sur 3 pâtés de maisons dans toutes les directions. Le grondement était désormais assourdissant, pas chaotique mais contrôlé, puissant dans son unité. Le visage de Hay devint blanc, sa tasse de café glissa de ses doigts et se renversa sur le trottoir, laissant une tache sombre qu'il ne remarqua pas. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone et appela le directeur. « Nous avons un problème », dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Puis il appela la police. « J'ai besoin de policiers à l'école immédiatement. Ils sont des centaines. » Mais les agents qui arrivèrent jetèrent un coup d'œil à la scène et répondirent par radio qu'il n'y avait ni trouble, ni menace, ni violation de la loi, juste une présence écrasante, indéniable. Parker Mendez descendit de sa moto à 7h30 pile. 670 frères coupèrent leur moteur à l'unisson, et soudain, le matin fut rempli d'un silence inquiétant,
seulement rompu par le tic-tac du métal qui refroidissait. Parker a retiré son casque lentement, délibérément, et s'est dirigé vers l'entrée de l'école. Derrière lui s'étirait une formation qui semblait tout droit sortie d'un rêve ou d'un cauchemar, selon le côté de la justice où l'on se trouvait. Des gilets en cuir ornés de patchs, des drapeaux américains fixés sur les guidons, des hommes de tous âges et de tous horizons, unis par un code qui valorisait avant tout la loyauté, l'honneur et la protection des innocents. La scène était surréaliste. Personne ne criait. Personne ne proférait de menaces. Il n'y avait aucune agressivité dans leur posture, aucune violence dans leur regard. Juste une présence absolue et inébranlable qui communiquait un message simple. Nous sommes là, nous observons. Et les choses sont sur le point de changer. Les élèves qui arrivaient à l'école s'arrêtaient sur les trottoirs, bouche bée d'admiration. Les enseignants restaient figés sur place. Les parents qui sortaient de leur voiture étaient paralysés, ne sachant pas s'ils devaient protéger leurs enfants ou simplement assister à ce qui se déroulait. Parker arriva devant les marches de l'école et s'arrêta. Il n'avait pas encore besoin de dire quoi que ce soit. Le silence en disait long. 670 pères Dieu observaient le directeur Hayes debout dans l'embrasure de la porte. Observaient les policiers debout, incertains, autour du périmètre. Observaient la communauté qui réalisait que l'ordre confortable qu'elle avait maintenu était sur le point d'être perturbé. Ce qui se passa ensuite fit parler pendant des décennies. La voix de Parker porta dans l'air matinal, calme et inébranlable. Directeur Hayes, je voudrais demander une assemblée générale de l'école. Nous avons quelque chose d'important à discuter avec vos élèves et votre personnel. Ce n'était pas vraiment une demande, et toutes les personnes présentes le comprirent. Hayes regarda les 670 hommes debout en formation parfaite, regarda les policiers qui avaient clairement indiqué qu'ils n'interviendraient pas dans un rassemblement pacifique, et comprit qu'il n'avait pas le choix. Il était terrifié, ses mains tremblaient lorsqu'il sortit ses clés pour déverrouiller les boxes principales. Mais il était également légalement tenu de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité des élèves. Une assemblée contrôlée et maîtrisée valait mieux que l'alternative que son esprit paniqué imaginait. Le gymnase se remplit comme jamais auparavant. Les élèves entrèrent en chuchotant, incertains, les yeux écarquillés, observant la scène qui se déroulait autour d'eux. Les enseignants se sont regroupés en petits groupes nerveux, incertains de leur rôle dans ce qui allait se passer. Puis les moteurs sont entrés, 670 d'entre eux, alignés le long des murs du gymnase et sur 3 rangées. Ils se tenaient debout, l'air militaire, les mains jointes devant eux, le visage sérieux mais pas menaçant. L'image était surréaliste et puissante. Un terrain de basket entouré de cuir et d'écussons. Des adolescents assis dans les gradins, encerclés par des hommes qui représentaient tout ce que leur vie en banlieue leur avait appris à craindre. Tommy et Linda Jones furent escortés jusqu'au siège du premier rang, une place d'honneur que le principal Hayes n'avait pas autorisée, mais qu'il n'osa pas contester. Linda tenait fermement la main de Tommy, son autre bras enroulé protectivement autour de ses épaules. Le visage meurtri du garçon témoignait silencieusement de la raison pour laquelle ils étaient tous là, un rappel vivant du courage et des conséquences. Parker Mendes s'est avancé au centre du gymnase. Il n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait naturellement, entraînée par des années passées, à s'adresser à de grands groupes dans des espaces ouverts. La salle est tombée dans un silence absolu. Des centaines de personnes retenaient leur souffle, attendant de comprendre ce que signifiait ce moment. La voix de Parker, lorsqu'il a pris la parole, était ferme mais mesurée. Le ton d'un homme qui avait soigneusement réfléchi à chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. Je m'appelle Parker Mendes. Je suis le père de Rita Mendes. Il y a 3 jours, ma fille a été acculée par 3 garçons de 4e dans votre cour de récréation. Ils se sont moqués d'elle, l'ont bousculée, l'ont terrorisée parce qu'elle était différente, parce que sa famille était différente. Et un garçon de 7 ans, Tommy Jones, qui connaissait à peine ma fille, s'est interposé entre elle et ses brutes. Il leur a dit de la laisser tranquille. Et pour cet acte de courage, pour avoir pris position alors que tous les adultes ici présents ont échoué, il a été battu. Il a eu le nez cassé, une côte fêlée et des contusions qui mettront des semaines à guérir. Parker fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer à l'Assemblée. Tommy a fait preuve de plus de courage à ce moment-là que les adultes chargés de le protéger. Il a 7 ans et il a compris quelque chose qui, apparemment,
devait être enseigné aux adultes dans ce bâtiment. On ne s'en va pas quand quelqu'un de plus faible a besoin de protection. On ne reste pas silencieux quand on est témoin d'une injustice. On se dresse, même si cela a un coût. Son regard balaya le gymnase, s'attardant brièvement sur le directeur Hayes, sur les enseignants qui étaient restés à l'intérieur pendant que Tommy saignait dehors, sur les élèves qui avaient regardé sans rien faire. Hier, les parents de ces trois brutes sont venus à l'école. Ils ont menacé d'intenter des poursuites judiciaires. Ils ont invoqué leurs relations et leurs richesses. Ils ont clairement fait comprendre que leurs fils ne subiraient aucune conséquence réelle pour ce qu'ils avaient fait. Et cette école, cette institution censée enseigner aux enfants le bien et le mal, a capitulé. Les garçons seront toujours des garçons, ont-ils dit. Ce n'était qu'une bagarre dans la cour de récréation. Ils ont dit que les brutes avaient été punis. Tommy a eu droit à une ambulance. Vous vous souvenez de l'appel téléphonique de Rita? C'est pour cela que Parker l'a passé. La vérité devait être dite dans une salle où tout le monde devait écouter, où les mensonges confortables ne pouvaient survivre face à 670 témoins qui avaient traversé la nuit pour défendre une cause importante. Le conseil scolaire a choisi le pouvoir plutôt que les principes, a poursuivi Parker. Il a choisi de protéger les familles riches plutôt que de protéger un enfant qui a démontré le genre de caractère qu'il prétendait enseigner. Cela prend fin aujourd'hui. Sa voix s'est légèrement durcie, non pas par menace, mais par conviction absolue. Mais nous ne sommes pas ici pour nous venger. Nous ne sommes pas ici pour faire preuve de violence. Nous sommes ici pour montrer à Tommy et à tous les enfants de cette école qui ont déjà été victimes d'intimidation, qui se sont déjà sentis seuls, qui se sont déjà demandé si faire ce qui est juste avait de l'importance. Nous sommes ici pour vous montrer que oui, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Parker a fouillé dans son gilet et en a sorti une enveloppe qu'il a brandie pour que l'Assemblée puisse la voir. La confrérie a créé un fonds de bourse d'études pour Tommy Jones. Nous allons lui payer ses études universitaires, dans leur intégralité, chaque centime, depuis le primaire jusqu'à la licence. Parce que son courage mérite d'être récompensé, mérite d'être célébré, mérite de se voir offrir toutes les chances de s'épanouir. Le gymnase s'est mis à murmurer, les élèves se tournant les uns vers les autres, incrédules, les enseignants échangeant des regards choqués. Mais Parker n'avait pas fini. Nous faisons également un don de 50 000 $ au programme anti-harcèlement de cette école. Une nouvelle vague de murmures est parcourue la foule. Mais les mots suivants de Parker les ont coupés comme un couteau. À une condition, des conséquences réelles pour les harceleurs, quel que soit le revenu de leurs parents. La tolérance zéro signifie tolérance zéro. Si vous agressez un autre élève, vous risquez une suspension, une expulsion si cela se justifie, et des conséquences juridiques si nécessaire. Votre nom de famille ne vous garantit pas l'immunité. Le cabinet d'avocats de votre père n'efface pas ce que vous avez fait. Les actions ont des conséquences, et il est temps que cette école s'en souvienne. Si vous pensez que les actions doivent avoir des conséquences, commentez justice. Les auteurs d'intimidation doivent asseoir que le monde entier les observe. La voix de Parker résonna une fois de plus dans le gymnase, et cette fois-ci, elle était empreinte d'une fermeté inébranlable. Dylan Marsh, avancez et amenez vos deux amis avec vous. Les trois élèves de quatrième qui étaient assis dans les gradins, essayant de se fondre dans la foule, sentirent 670 pères Dieu se tourner vers eux simultanément. Le poids de cette attention était écrasant, inéluctable. Ils se levèrent, les jambes tremblantes, et se dirigèrent vers le sol du gymnase. Chaque pas leur semblait traverser un brasier. Ils se tinrent devant Parker, trois garçons qui semblaient soudain très petits malgré leurs 13 ans. Bien qu'ils pesaient chacun 20 kilos de plus que Tommy Jones, Parker n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Le silence dans le gymnase était absolu. Toutes les personnes présentes se penchèrent en avant pour entendre la suite. Vous avez fait du mal à quelqu'un de plus faible parce que vous le pouviez, dit Parker, sans détour ni fioriture. Vous avez vu une petite fille qui était différente, qui ne pouvait pas se défendre, et vous avez décidé de la faire souffrir pour cela. Quand un garçon de 7 ans s'est interposé pour la protéger, vous l'avez roué de coups jusqu'au sang. Cela ne fait pas de vous des hommes forts. Cela ne fait pas de vous des durs. Cela fait de vous des lâches. Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. Le visage de Dylan Marsh est devenu rouge, mais il ne pouvait détourner le regard du regard fixe de Parker.
Nous sommes une confrérie parce que nous protégeons les faibles, a poursuivi Parker. Nous défendons les personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Nous utilisons toute la force dont nous disposons pour assurer la sécurité des personnes vulnérables. C'est ce que font les vrais hommes. C'est à cela que ressemble la vraie force. Ce que tu as fait, c'est à cela que ressemble la faiblesse. C'est ce qui arrive quand on a du pouvoir mais pas de caractère. L'éducation était brutale dans sa simplicité. Chaque mot dépouillait ces garçons de la bravade et des excuses dont ils s'étaient entourés. Ils se tenaient là, exposés et responsables d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et le malaise qui émanait d'eux était palpable. Pour tous ceux qui regardaient, en particulier ceux qui avaient eux-mêmes été victimes d'intimidation, il y avait une profonde satisfaction à voir les rôles s'inverser, à voir le pouvoir utilisé non pas pour la cruauté mais pour la justice. Maintenant, vous allez présenter vos excuses à Tommy, a déclaré Parker devant tout le monde. Et ce sera sincère, car 670 hommes ont roulé toute la nuit pour s'assurer que vous compreniez que ce que vous avez fait est grave. Il a fait un geste en direction de Tommy, toujours assis au premier rang à côté de sa mère, son visage meurtri témoignant de son courage. Les trois garçons se sont tournés vers lui. Et pendant un long moment, personne n'a bougé. Dylan ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de son père retentit quelque part dans la foule. « Attendez une minute, monsieur. » Marsh se frayait d'un chemin vers l'avant, son instinct d'avocat prenant le dessus, prêt à protéger son fils de cette humiliation publique. Mais il s'interrompit au milieu de sa phrase lorsque les 675 motards tournèrent leur attention vers lui. Il n'y eut ni mots, ni menaces, juste un regard collectif qui disait tout ce qu'il y avait à dire. Le visage de M. Marsh pâlit, et il recula d'un pas, puis d'un autre, se fondant dans la foule en silence. Dylan se retourna vers Tommy, et cette fois, lorsqu'il parla, ses mots venaient d'une peur sincère qui avait fait naître quelque chose ressemblant à du remords. « Tommy, je suis désolé. Ce que j'ai fait était mal. Tu essayais d'aider Rita, et je t'ai fait du mal pour ça. Je suis désolé. » Sa voix tremblait, et des larmes se formaient dans ses yeux. La peur a le don d'enseigner le respect quand rien d'autre ne le peut. Et à ce moment-là, debout devant un enfant qu'il avait brutalisé et 670 hommes qui avaient clairement fait comprendre qu'un tel comportement ne resterait plus jamais sans réponse, Dylan Marsh comprit les conséquences pour la première fois peut-être de sa vie privilégiée. Les deux autres garçons suivirent, leurs excuses tout aussi tremblantes, tout aussi sincères. Tommy acquiesça lentement, acceptant leurs paroles avec une dignité qui démentait ses 7 ans. Il y avait une catharsis dans ce moment. Un sentiment de justice rendu non pas par la violence, mais par la responsabilité, par le geste simple mais puissant de faire face aux fautifs devant une communauté qui refusait de détourner le regard. Mais Parker n'en avait pas encore fini. Il tourna toute son attention vers les trois garçons, sa voix devenant plus basse, plus personnelle. À partir de maintenant, vous avez deux choix. Vous pouvez tirer les leçons de cette expérience. Vous pouvez devenir meilleur. Vous pouvez prouver que vous valez mieux que votre pire moment. Vous pouvez devenir le genre d'homme qui protège au lieu de nuire, qui défend les autres au lieu de les rabaisser. Cette voie vous est ouverte et personne ici ne veut vous voir échouer. Il fit une pause, laissant cette possibilité s'imposer, celle de continuer à être des lâches. Vous pouvez continuer à utiliser votre taille et l'argent de vos parents pour faire du mal à des gens plus faibles que vous. Mais sachez ceci, Tommy a maintenant 660 frères. Si vous le touchez à nouveau, vous nous toucherez tous. Si vous vous en prenez à nouveau à Rita, si vous vous en prenez à n'importe quel enfant de cette école qui ne peut pas se défendre, nous reviendrons. Pas pour la violence, mais pour la responsabilité. Et la prochaine fois, tout le pays regardera. L'avertissement avait le poids d'une certitude absolue, une promesse et une limite tracées en lignes infranchissables. Ce n'était pas une menace de représailles, c'était quelque chose de plus puissant. C'était l'assurance que les actes auraient des conséquences, que les brutes ne pourraient plus se cacher derrière leur richesse et leur influence, qu'il y avait des gens prêts à se lever et à faire en sorte que la justice ait un sens. Les trois garçons acquiescèrent et à cet instant, quelque chose de fondamental changea dans le gymnase, dans l'école, dans la compréhension de ce qui serait toléré ou non à l'avenir. Lorsque Parker dissolut l'Assemblée, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de quitter le gymnase dans un silence craintif,
Les élèves commencèrent à s'approcher des motards, non pas avec terreur, mais avec curiosité. Une main hésitante se leva ici. Une question fut posée à voix basse et soudain, les murs qui séparaient de la confrérie, vêtus de cuir de l'enfance en banlieue, commencèrent à s'effondrer. Une adolescente interrogea l'un des motards les plus âgés sur les écussons de son gilet, et celui-ci lui expliqua chacun d'entre eux avec patience et fierté le chapitre auquel il appartenait, les randonnées qu'il avait effectuées, les associations caritatives qu'il soutenait. Elle écouta, fascinée, ses préjugés s'effondrant à chaque mot. Un groupe de collégiens s'est rassemblé autour d'un vétéran qui arborait ses écussons militaires à côté des couleurs de son club. Il leur a parlé de son service à l'étranger, de ce que signifiait la fraternité lorsque votre vie dépendait de la personne à côté de vous, du fait de ramener ces valeurs chez soi et de les retrouver dans la communauté des motards. Sa voix était douce mais ferme, et les garçons buvaient chacune de ses paroles, découvrant peut-être pour la première fois que la force et la gentillesse n'étaient pas opposées, mais complémentaires. Les pères du club ont parlé de leurs propres enfants, expliquant pourquoi ils avaient tout laissé tomber pour rouler toute la nuit afin de venir en aide à un enfant de 7 ans qu'ils n'avaient jamais rencontré. Parce que c'est ce qu'il faut faire, a simplement répondu l'un d'eux. On protège sa famille, et quand un enfant fait preuve d'un tel courage, il devient un membre de la famille. Les enseignants qui, une heure plus tôt, étaient paralysés par la peur, se retrouvaient maintenant engagés dans des conversations qui remettaient en question toutes leurs certitudes. Une professeure d'histoire a appris que l'homme à qui elle parlait était titulaire d'une maîtrise et enseignait dans un collège communautaire. Une conseillère d'orientation a découvert qu'un autre frère dirigeait un programme de mentorat pour les jeunes à Philadelphie. Les stéréotypes qui avaient envahi le gymnase lorsque les 670 motos sont arrivés s'effondraient en temps réel, remplacés par quelque chose de plus complexe et d'humain. La compréhension que les gens ne pouvaient être réduits à leur apparence, que la fraternité signifiait quelque chose de plus profond que le danger, que les écussons et le cuir représentaient un code d'honneur dont beaucoup avaient oublié l'existence. Rita Mendes se tenait à côté de son père, observant la transformation avec des yeux écarquillés. Tommy Jones, toujours blessé mais plus seul, se retrouva entouré de motards qui voulaient lui serrer la main pour lui dire qu'il avait bien agi, pour s'assurer qu'il comprenait que son courage comptait. Le gymnase était devenu quelque chose de complètement différent de ce qu'il était une heure auparavant. Ce n'était plus un lieu de confrontation, mais de connexion. Ce n'était plus un champ de bataille, mais un pont entre deux mondes qui n'avaient jamais essayé de se comprendre. Et à l'extérieur de l'école, les camions des chaînes d'information locales commençaient à arriver. Les caméras tournaient tandis que les journalistes tentaient de donner un sens à ce dont ils étaient témoins. Ils s'attendaient à un reportage sur l'intimidation, sur un gang de motards descendant en force sur une école. Ce qu'ils ont trouvé était plus difficile à catégoriser et bien plus captivant. Le soir venu, l'histoire avait fait le tour de la région. Les chaînes d'information de Pennsylvanie ont diffusé des images de Tommy Jones entouré de frères protecteurs, de Parker Mendes expliquant le fonds de bourse d'études, d'une communauté contrainte de faire face à son incapacité à protéger un enfant. Le lendemain, l'histoire avait fait le tour du pays. Les grandes chaînes l'ont reprise, et le récit qui en est ressorti n'était pas celui que tout le monde avait anticipé. Les titres ne disaient pas « un gang de motards envahit une école », mais « une communauté se mobilise pour défendre un enfant victime d'intimidation ». 670 Hells Angels roulent pour honorer un héros de 7 ans, ou « quand les systèmes échouent, la fraternité prend le relais ». L'histoire a capturé quelque chose dont les gens avaient soif. La preuve que les actes de courage ordinaires avaient encore de l'importance. Qu'il y avait encore des gens prêts à se battre lorsque les institutions échouaient. Que la justice ne venait pas toujours d'en haut, mais parfois de 670 motos venues de 5 États différents. La puissance de tant de personnes venues soutenir un petit garçon est résonnée dans tout le pays, suscitant des discussions sur le harcèlement, la responsabilité et ce que signifie réellement protéger les plus vulnérables. Mais le véritable changement ne faisait que commencer. Le conseil scolaire a convoqué une réunion d'urgence 72 heures après le départ des 670 motos du campus. L'attention nationale avait transformé un incident local en un cauchemar médiatique qui ne pouvait être géré par des déclarations soigneusement formulées et des accords discrets. Les parents appelaient.
Le bureau du directeur était inondé d'emails. Les équipes de journalistes campaient toujours devant les portes de l'école. Il fallait que quelque chose change et ce changement devait être visible. De nouvelles politiques anti-harcèlement ont été rédigées et approuvées en une semaine. Une formation obligatoire pour les enseignants a été programmée. Il ne s'agissait pas des ateliers superficiels organisés auparavant, mais de programmes complets sur la reconnaissance des abus, l'intervention efficace et la création d'une culture de la responsabilité. La politique de tolérance zéro a été réécrite pour être plus stricte. Elle stipulait clairement que les sanctions s'appliqueraient à tous les élèves, indépendamment de leur situation familiale, de leur richesse ou de leurs relations. Fini le «les garçons seront toujours des garçons». Fini de détourner le regard parce qu'un parent menaçait d'intenter une action en justice. Le directeur Hayes, qui avait passé 23 ans dans l'enseignement, mais avait échoué au test le plus élémentaire de protection d'un enfant, a été discrètement muté à un poste administratif où il ne superviserait plus jamais d'élèves. Les changements étaient systématiques, documentés et irréversibles, inscrits dans la politique sous le regard attentif de l'opinion publique nationale et sachant que 670 témoins observaient si les paroles se transformaient en actes. Lorsque Tommy Jones est retourné à l'école 2 semaines après l'Assemblée, quelque chose de fondamental avait changé en lui. Les ecchymoses s'estompaient, devenant jaunes au lieu de violettes. Mais le véritable changement n'était pas physique. Il marchait différemment, non pas avec arrogance, mais avec une confiance tranquille qui venait du fait d'être vu, d'être apprécié, de comprendre que son courage avait compté. Il ne baissait plus les yeux dans les couloirs. Il n'essayait plus de se rendre invisible. Rita Mendes est devenue sa meilleure amie. Leur lien s'est forgé à ce moment-là, dans la cour de récréation, lorsqu'il a choisi de s'interposer entre elle et le danger. Ils déjeunaient ensemble, travaillaient côte à côte sur des projets artistiques et sont devenus inséparables. Comme le traumatisme partagé et la protection mutuelle créent des liens indestructibles. Les autres enfants ont remarqué ceux qui avaient été victimes d'intimidation, qui mangeaient seuls, qui avaient appris à se taire et à espérer que les prédateurs choisissent quelqu'un d'autre, et ils ont trouvé leur voie. Un élève de CM2 a signalé des faits de harcèlement qui duraient depuis des mois. Un élève de 6e a pris la parole lorsqu'il a vu un enfant plus petit se faire acculer. La culture a changé parce que Tommy leur avait montré ce qui était possible et parce que l'école, sous le poids de l'attention nationale et d'un don de 50 000 $ assorti de conditions, a commencé à appliquer des sanctions. Vous vous souvenez de cet artiste timide du début? Regardez ce que le courage a permis de débloquer. Pas seulement chez lui, mais chez tous les enfants qui attendaient la permission de croire que se défendre avait de l'importance. La transformation de Dylan Marsh a commencé discrètement, presque imperceptiblement. Ses parents ont été humiliés par l'attention nationale. Leurs noms ont été traînés dans les médias et les réseaux sociaux dans des discussions sur les privilèges et la responsabilité. Ils ont menacé d'intenter des poursuites judiciaires, puis les ont retirés lorsque leurs avocats leur ont expliqué que poursuivre en justice pour avoir été tenus responsables d'une agression n'était pas la victoire qu'ils imaginaient. Mais Dylan lui-même a vécu quelque chose de différent. Quelque chose avait changé lorsque 670 hommes lui ont montré ce qu'était la véritable force. Non pas la domination, mais la protection, non pas la cruauté, mais le courage. Il a commencé modestement, en s'asseyant à côté d'un enfant qui mangeait seul à la cafétéria. Rien de spectaculaire, juste choisir une autre table un jour et entamer une conversation sur les jeux vidéo. Interrompre ses amis au milieu d'une phrase lorsqu'il se moquait des vêtements d'un autre élève, en disant calmement, c'est pas cool les gars, laissez tomber. La rédemption n'a pas été instantanée ni complète. Les habitudes acquises au fil des ans ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais la possibilité était là, nourrie par le souvenir d'être debout devant un gymnase rempli de gens qui l'avaient confronté à ses actes et lui avaient ensuite offert un moyen de devenir quelqu'un de meilleur. Parker Mendes est devenu une présence constante dans la vie de Tommy Jones au cours des semaines et des mois qui ont suivi. Le samedi matin, le bruit d'une moto qui s'arrêtait devant leur appartement retentissait, et Tommy courait à la fenêtre pour voir Parker, qui l'attendait avec un sidecar spécialement adapté à sa moto. Il parcourait de la campagne, le petit corps de Tommy bien à l'abri dans la coque protectrice,
le visage illuminé de joie alors que le vent soufflait et que le monde s'ouvrait à lui comme jamais auparavant. Au cours de ses balades, Parker lui apprenait des choses qui allaient au-delà de la mécanique et de la puissance des moteurs. Il lui enseignait la fraternité, ce que cela signifiait d'être là quand quelqu'un avait besoin de vous, de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, d'être responsable de quelque chose de plus grand que son propre confort. Il enseignait à Tommy le respect, comment se défendre sans recourir à la violence, comment la véritable force ne se mesurait pas au nombre de combats remportés, mais au nombre de combats évités. Ces leçons n'étaient pas des discours, mais des conversations, des histoires partagées autour d'un petit déjeuner après de longues balades. La sagesse transmise par un homme qui avait appris les dures réalités de la vie et qui voulait épargner à ce garçon de les apprendre à ses dépens. Linda Jones voyait son fils s'épanouir sous cette tutelle avec une gratitude qui lui faisait parfois monter les larmes aux yeux. Elle était une mère célibataire qui avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle savait que Tommy avait besoin d'un modèle masculin, quelqu'un qui pourrait lui enseigner ce qu'était l'honneur dans l'action. Parker remplissait ce rôle avec une douceur qui contredisait tous les stéréotypes qu'elle avait jamais eus sur les hommes qui portaient ses écussons. L'histoire de Tommy, quant à elle, a eu des répercussions bien au-delà d'une petite ville de Pennsylvanie. La couverture médiatique nationale avait atteint les frères et les sections à travers le pays, et dans les clubs de Californie au Maine, des conversations avaient lieu sur ce dont ils avaient été témoins. La confrérie avait toujours soutenu des causes, collecte de joies à Noël, balades caritatives pour les anciens combattants, collecte de fonds pour les familles dans le besoin. Mais le courage de Tommy avait déclenché quelque chose de différent, quelque chose de plus ciblé. Le courage d'un enfant de 7 ans avait créé quelque chose que personne n'avait prévu. Les Hells Angels ont annoncé le lancement du programme Stand Up lors d'une conférence de presse qui a attiré les médias du monde entier. Il s'agissait d'une initiative nationale visant à récompenser les enfants qui protégeaient les autres, qui faisaient une preuve de courage face au harcèlement, qui se levaient pour défendre leurs convictions même si cela leur coûtait cher. Les enfants nominés par leurs enseignants, leurs parents ou les membres de leur communauté recevaient une reconnaissance, des opportunités de mentorat et un financement pour leurs études. Le programme offrait des liens avec des sections locales où les enfants pouvaient trouver des modèles masculins positifs, s'initier à la mécanique et à l'artisanat, participer à des services communautaires et comprendre ce que signifiait réellement la fraternité. Mais cela allait plus loin que la simple reconnaissance. Le programme a mis en place un réseau de soutien pour les écoles confrontées au harcèlement, en fournissant des fonds pour des initiatives globales de lutte contre le harcèlement, des formations pour le personnel et des ressources pour les élèves qui en avaient besoin. Le passage à tabac de Tommy, ce moment de violence dans une cour de récréation, qui aurait pu n'être qu'une statistique de plus dans un pays en proie à la cruauté envers les enfants, est devenu un catalyseur pour aider des milliers d'enfants. Sa douleur s'est transformée en objectif. Son courage s'est multiplié dans les communautés qui avaient précisément besoin du message véhiculé par son histoire. Le fait qu'une seule personne se soit levée pouvait tout changer. Les adultes avaient la responsabilité de protéger les plus vulnérables. La justice était importante, même lorsqu'elle dérangeait les personnes puissantes. Si vous croyez qu'une seule personne peut faire la différence, partagez cette vidéo. L'histoire de Tommy doit toucher tous les enfants qui se sentent seuls. 6 mois après que 670 motos aient fait leur apparition dans la ville, elles sont revenues. Mais cette fois, tout était différent. Le club a organisé une balade en l'honneur de Tommy et Linda Jones, invités d'honneur, pour célébrer le courage et les changements qui ont découlé de la décision d'un petit garçon de s'interposer entre la cruauté et l'innocence. La matinée a commencé sur la place de la ville, où les motos se sont rassemblées en formation. Le chrome brillait au soleil, les moteurs vrombissaient de ce grondement familier qui avait autrefois signalé une confrontation, mais qui promettait désormais quelque chose de tout à fait différent. Tommy était assis dans le sidecar à côté de la moto de Parker, le visage rayonnant d'excitation plutôt que de peur. Linda était assise derrière un autre membre du club, les bras autour de sa taille, faisant confiance à ces hommes qui étaient devenus sa famille de la manière la plus étrange et la plus belle qui soit. Lorsque le cortège a commencé à traverser la ville, quelque chose de remarquable s'est produit. Les gens se sont alignés le long des rues, ne se cachant pas derrière des portes verrouillées comme ils l'avaient fait le premier matin,
Mais debout sur les trottoirs, agitant les mains, applaudissant, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci, nous sommes avec Tommy ». Et le vrai courage vit ici. Les enfants s'étaient assis sur les épaules de leurs parents pour mieux voir. Les commerçants se tenaient à leurs portes et applaudissaient. La même communauté qui avait craint les écussons 6 mois auparavant comprenait désormais ce qu'ils représentaient. Protection, honneur, responsabilité et refus de laisser les plus vulnérables souffrir en silence. La ville avait été transformée non seulement par les changements de politique lors des réunions du conseil scolaire, mais aussi par un changement fondamental dans la compréhension de ce que signifiait réellement la force et de qui méritait leur respect. Le trajet s'est terminé au parc où la confrérie avait organisé un rassemblement communautaire. Les familles ont étendu des couvertures sur l'herbe. Des camions de restauration étaient alignés tout autour. La musique jouait dans les haut-parleurs tandis que les enfants couraient entre les motos garées sans plus aucune crainte, mais fascinés, posant des questions et obtenant des réponses patientes de la part d'hommes qui avaient prêté serment de protéger plutôt que de nuire. On se serait cru à un festival, une célébration de la guérison, de l'espoir et du pouvoir d'être présent quand cela compte le plus. Parker appela Tommy au centre du rassemblement, et la foule se tut lorsqu'il sortit un sac qu'il avait apporté avec lui. Parker en sortit un gilet, petit, parfaitement adapté à un enfant de 7 ans, en cuir noir usé par l'usage. Ce n'était pas un écusson de club, pas le genre de celui que l'on gagne après des années de moto et en faisant ses preuves auprès de ses frères. Mais c'était quelque chose de plus significatif à sa manière. Dans le dos, brodé en fil d'argent, figuraient les mots « Protégé par 600 Synésis frères ». Parker s'agenouilla à la hauteur de Tommy, ses mains burinées par le temps tenant délicatement le gilet ouvert. « C'est toi qui nous as montré le courage en premier, petit, » dit-il, la voix chargée d'émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. « Tu ne savais pas qui était le père de Rita. Tu ne savais pas que quelqu'un allait venir te soutenir. Tu as simplement vu quelqu'un qui avait besoin de protection, et tu t'es levé. C'est la forme de courage la plus pure qui soit. Ce gilet représente ta famille. Il signifie que 670 frères te soutiennent toujours. » Tommy passa ses bras dans le gilet et Parker l'ajusta soigneusement, s'assurant qu'il lui allait parfaitement. Le garçon se tenait là, petit mais plus fragile, portant un symbole d'appartenance qui signifiait plus que n'importe quel trophée ou certificat. Linda se tenait à proximité, les larmes coulant sur son visage, regardant son fils être honoré par des hommes qui lui avaient montré ce que signifiait être fort sans être cruel, puissant sans être oppressif. Rita courut vers eux et jeta ses bras autour de Tommy et de son père. Tous trois furent pris dans un moment de pure connexion. Une famille forgée non pas par le sang, mais par le courage, la protection et la décision de se battre alors que tout incitait à abandonner. La foule a éclaté en applaudissements. 670 motards et des centaines de membres de la communauté célébraient un enfant qui leur avait rappelé à tous ce qui comptait vraiment. La boucle était bouclée. De la violence à la justice, de la peur à la compréhension, de l'isolement à l'appartenance. Parker Mendez se tenait dans le parc tandis que la fête battait son plein autour de lui. Mais pendant un instant, il s'éloigna du bruit et de la joie pour partager quelque chose qui devait être dit. Ces mots étaient mesurés, réfléchis, porteurs du poids d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour comprendre ce qui comptait vraiment et ce qui n'était que du bruit. Il parlait avec la clarté qui vient du fait d'avoir vu ses convictions mises à l'épreuve et confirmées. Les gens voient le cuir et pensent au danger, a-t-il commencé, d'une voix calme et assurée. Ils voient les écussons, les motos, la fraternité, et ils font des suppositions basées sur les films et les stéréotypes, par peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais la fraternité n'est pas une question d'intimidation. Il ne s'agit pas de violence, de territoire, ou de toutes ces choses que les gens imaginent lorsqu'ils nous voient rouler en ville. La fraternité, c'est la protection. C'est être là quand quelqu'un a besoin de vous. Même si vous ne les avez jamais rencontrés, même si vous n'avez rien à y gagner, sauf la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet, le regard franc et déterminé. Tommy a protégé Rita alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Un garçon de 7 ans s'est interposé entre une petite fille et 3 enfants plus grands qui voulaient lui faire du mal. Il n'a pas pensé aux conséquences. Il n'a pas calculé si c'était sans danger.
Il a simplement vu quelqu'un de vulnérable et a décidé que cela comptait plus que sa propre sécurité. C'est le courage dans sa forme la plus pure. Et lorsque le système l'a laissé tomber, lorsque l'école a choisi l'argent et l'influence plutôt que la justice, lorsque les adultes qui étaient censés le protéger ont plutôt protégé ses agresseurs, nous sommes intervenus. Nous avons protégé Tommy parce que c'est cela, la vraie force. Défendre ceux qui ne peuvent même pas se défendre eux-mêmes. La voix de Parker était empreinte d'une conviction qui ne pouvait être feinte, qui ne pouvait être fabriquée pour les caméras ou les relations publiques. La vraie force ne réside pas dans la quantité de douleur que vous pouvez infliger. Elle réside dans ce que vous êtes prêt à endurer pour protéger quelqu'un d'autre. Elle réside dans l'utilisation de tout le pouvoir dont vous disposez, qu'il s'agisse de force physique, de nombre, de ressources ou simplement de votre voix, pour assurer la sécurité des personnes vulnérables. Tommy l'avait compris à 7 ans, 670 frères l'avaient compris lorsque nous avions tout laissé tomber pour rouler toute la nuit afin de venir en aide à un enfant que nous n'avions jamais rencontré. Et aujourd'hui, des milliers de personnes à travers le pays le comprennent. Car l'histoire de Tommy leur a rappelé que le courage compte toujours, que se battre compte toujours, qu'une seule personne qui choisit de faire ce qui est juste peut tout changer. Il a regardé l'assemblée, Tommy portant son gilet et jouant avec Rita, Linda Jones enfin capable de sourire sans que l'inquiétude n'assombrisse son regard. Il a regardé une communauté qui avait été transformée en étant contrainte de faire face à ses propres échecs et en choisissant de faire mieux. Il ne s'agit pas ici des moteurs, des écoles ou d'un groupe spécifique, a poursuivi Parker. Il s'agit pour nous tous de nous rappeler que nous avons la responsabilité de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Les enfants, les personnes âgées, tous ceux qui sont vulnérables et seuls et qui sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. C'est ça, la fraternité. C'est ça, la communauté. Et c'est ce que Tommy nous a appris à tous. Ses derniers mots étaient simples, mais ils portaient tout le poids de ce qui s'était passé, de tout ce qui avait changé, de tout ce qui continuerait à se répercuter à partir de ce moment sur un terrain de jeu où un petit garçon avait décidé qu'il était plus important de faire ce qui était juste que de rester en sécurité. Les gens voient le cuir et pensent au danger. Mais quand on y regarde de plus près, quand on dépasse les apparences et qu'on comprend ce que nous représentons, on voit quelque chose de différent. On voit des hommes qui se souviennent de ce que signifie protéger. On voit des frères qui ne laisseront pas le courage sans récompense ni l'injustice sans réponse. Et on voit la promesse que tant que nous serons là, des enfants comme Tommy ne seront jamais seuls. Clôture et CTA, Final 58, col 0, 60, col 00. Alors, où sont-ils maintenant? Tommy Jones a 13 ans. Il s'épanouit au collège, où il n'est plus connu comme l'enfant qui s'est fait battre, mais comme celui qui s'est défendu. C'est un élève brillant, particulièrement doué pour l'art. Ses croquis remplissent désormais des cahiers d'images de motos, de fraternité et de moments de courage dont il a été témoin ou qu'il a imaginé. Il est toujours le meilleur ami de Rita Mendes. Leur lien est indestructible après toutes ces années. Deux enfants qui comprennent ce que signifie se protéger mutuellement, quel qu'en soit le prix. Linda Jones travaille toujours dur, mais le fonds de bourse d'études lui a enlevé un poids des épaules, offrant à son fils des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir seule. Elle le regarde grandir avec une fierté qui la submerge parfois. Dylan Marsh, aujourd'hui âgé de 19 ans, est bénévole dans le programme Stand Up, où il encadre des enfants plus jeunes qui lui rappellent ce qu'il était autrefois. En colère, privilégié, utilisant son pouvoir sans comprendre ses responsabilités. Il leur parle du jour où 670 motards lui ont montré ce qu'était la vraie force, où il s'est tenu devant un gymnase rempli de personnes qui l'ont tenu responsable, alors que personne d'autre ne le faisait. Il étudie le travail social dans un établissement d'enseignement supérieur communautaire, essayant de devenir le genre de personne qui empêche le mal qu'il a autrefois causé. La rédemption est un long chemin, mais il le parcourt. Les incidents d'intimidation à l'école ont chuté de 78% au cours des 6 années qui ont suivi ce matin où les motos ont envahi les rues. Les politiques mises en œuvre sous le regard attentif de la nation ont du mordant. Et surtout, la culture a changé. Les enfants ont appris qu'il était important de se le défendre, que les adultes les protégeraient réellement, que le courage était récompensé plutôt que puni.
Et à travers le pays, le programme Brotherhood Stand-Up a aidé 2400 enfants. Des enfants qui ont protégé les autres, qui ont fait preuve de courage alors que cela leur coûtait cher, qui avaient besoin de savoir que leurs actions comptaient et que quelqu'un les observait. Quelqu'un se souciait d'eux. Quelqu'un les soutiendrait. Tommy s'est levé quand il le fallait. 670 frères se sont levés pour lui. C'est maintenant à votre tour. Si vous croyez qu'il faut protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, abonnez-vous à cette chaîne. Faites en sorte que cette histoire touche davantage de personnes, rappelle à davantage de gens que le courage a toujours son importance dans un monde où il semble parfois plus facile de détourner le regard. Commentez si vous refusez de laisser les tyrans gagner. Si vous croyez que la justice ne devrait pas dépendre de la fortune des parents. Si vous pensez qu'une seule personne se dressant entre la cruauté et l'innocence peut tout changer. Votre commentaire n'est pas seulement des mots sur un écran. C'est une déclaration, une prise de position morale, une affirmation que vous êtes du côté des plus vulnérables et que vous ne resterez pas silencieux. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Peut-être s'agit-il d'un enfant qui se sent invisible dans la cantine de son école. Peut-être s'agit-il d'un parent qui lutte pour protéger son enfant d'un système qui ne cesse de le décevoir. Peut-être s'agit-il de quelqu'un qui a oublié que le courage existe encore, que la fraternité a encore un sens, que se lever quand tout vous pousse à vous éloigner est la véritable mesure du caractère. Car c'est ce que Tommy nous a enseigné. Le courage ne porte pas de patch. Il ne roule pas à moto, ne porte pas de titre et n'a besoin de la permission de personne. Le courage vit dans le cœur d'un garçon de 7 ans qui a vu quelqu'un en danger et a décidé que cela importait plus que sa propre sécurité. Il vit dans les 670 hommes qui ont tout laissé tomber pour montrer que le courage d'un enfant ne resterait pas sans réponse. Et il vit en vous si vous choisissez de vous lever quand votre moment viendra, car il viendra. Et quand ce moment viendra, souvenez-vous de Tommy Jones. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsqu'un petit garçon a refusé de s'en aller. Et sachez que vous n'avez pas à y faire face seul. Levez-vous. Le monde entier vous regarde, tout comme